Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois aujourd'hui Yves Sante. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, auteur, mais avant auteur, il y a scénariste. Avant scénariste, il y avait aussi directeur de collection de publication, c'est ça? J'étais directeur éditorial au Lombard pendant 20 ans. Voilà. Donc, quelque part, l'écriture, la littérature, créer des histoires, c'est votre vie, quoi. Oui, c'est ma vie. Depuis que je suis tout petit, en fait. Je me souviens de mon premier Tintin, un jour de Saint-Nicolas. Oui. Je ne savais pas ce que c'était, ce grand carré rectangulaire, une voiture, une girafe, un gamin au volant. J'ai ouvert l'album, je ne savais pas encore lire à l'époque, et j'ai été... Aspiré. Ouais. Et je comprenais l'histoire sans lire les textes au tout début. Et c'était le début de mon amour pour la narration. Ouais. Raconter des histoires quand on est scénariste de BD, et vous l'avez été, c'est rappelé d'ailleurs, pour Blake et Mortimer, pour 13 notamment, pour Torgal aussi. Quand on fait des scénaristes pour des BD, ça tient en combien de pages? Alors ça dépend des séries, des collections. A priori, dans le journal Tintin, dans le journal Spirou, les histoires faisaient 46 planches pour un 48 pages imprimées. Il y a la page titre, la page copyright. Pour un Blake Mortimer, c'était 62 planches comme un Tintin pour un 64 pages. Ça, c'était les formats, on va dire, classiques. Il y avait aussi les 32 pages. Mais le texte en tant que tel représentait beaucoup moins que ça. Non, pas le forcément. texte représente plus. Moi, quand j'écris un Blake Mortimer, j'écris en gros 120 pages à 4. Parce que je dois écrire toutes les descriptions qui vont servir au dessinateur pour qu'il puisse mettre en scène, en dessin, ce que je raconte. Là où je veux en venir, c'est que dans votre premier livre, votre premier roman, Yves Sante, qui s'appelle Expérience Pentagramme, il y a quoi? Il y a un bon 500 pages, je pense. Donc finalement, c'est pas tellement loin du volume que vous écriviez déjà avant. C'est beaucoup plus. C'est l'équivalent de 4 bons Blake et Mortimer, on va dire. Mais voilà, ici, on doit tout raconter. Les images doivent se faire dans le cerveau du lecteur. Et pour ça, il faut lui expliquer ce que d'habitude j'explique au dessinateur qui, lui, va le mettre en scène pour que tout le monde comprenne. Voilà. Avec l'avantage ici, c'est qu'on fait travailler son imagination après que vous ayez fait travailler la vôtre pour écrire l'histoire. Alors, on en parlait avant de commencer l'interview, c'est catalogué techno-thriller. Il faut pas avoir peur parce qu'il y a écrit techno, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'avant tout très humain, d'un peu politique aussi, mais d'extrêmement ancré dans l'actualité. Ça m'a toujours passionné, l'actualité. Depuis mes études, j'ai fait des affaires publiques internationales Louvain-la-Neuve. On s'intéressait à beaucoup de choses. Et j'ai toujours continué à lire l'actualité d'assez près. Je trouve que c'est un nid inépuisable pour des idées de scénario. C'est l'objectif toujours le même. On lit une histoire qui nous paraît folle, mais qui est relatée par la presse, donc on sait qu'elle est vraie. Et on se dit, oui, mais et si? Et si on allait un peu plus loin? Et c'est là que débute le travail du scénariste. Parce que l'expérience Pentagramme que vous décrivez ici, elle est effectivement à un fifrelin de pouvoir exister, parce que technologiquement aujourd'hui, ce que vous racontez, c'est déjà possible. C'est déjà possible, et c'est sans doute même déjà plus loin que ce que le roman raconte, puisque le roman raconte l'histoire d'une expérience qui a eu lieu il y a 17 ans. Qui remonte à la surface, elle a foiré, etc. Ça, on en parlera peut-être après. Mais en 17 ans, je veux dire, la technologie a bien, la technologie a bien évolué. Et déjà aujourd'hui, ce sera l'objet du tome suivant, la technologie est beaucoup plus loin, et les puces qu'on peut implanter dans le cerveau humain se sont réduites, sont vraiment minuscules. Demain, qui sait si nous en aurons... Pour de bonnes raisons, parfois. On travaille sur les maladies de Parkinson, d'Alzheimer, d'autres choses. Pour permettre, par exemple, aux personnes handicapées de remarcher ou de refaire fonctionner un membre. Il y a plein d'applications positives dans ces recherches, bien entendu, mais comme dans tout, il y a un versant négatif, et on ne sait pas où il peut nous mener. Le versant négatif ici, c'est qu'on veut quelque part... la DARPA, qui est l'organisation américaine, CIA de la technologie, on pourrait résumer ça comme ça, ou la DARPA, centre de recherche. C'est la première agence des 18 agences du Pentagone qui est en charge effectivement de la recherche scientifique à destination militaire à la base. Souvent, il y a des applications civiles qui se font par la suite, mais à la base, c'est un budget d'environ 4 milliards de dollars par an, juste pour faire des recherches
pour faire en sorte... Qui bien souvent n'aboutissent pas, je veux dire, on cherche au cas où, quoi. Voilà. C'est comme dans le Big Pharma ou dans beaucoup d'autres domaines d'activité, il y a souvent 80% d'échecs pour 20% quand tout va bien de réussite. Alors ici, le projet en question, le projet Pentagramme, on se rend bien compte qu'il va y avoir 5 protagonistes qui vont être concernés, puisque voilà, il faut que chaque branche de l'étoile soit alimentée. C'est quelque part créer un soldat augmenté en leur implantant une puce dans la tête. C'est la base de l'histoire. C'est la base de l'expérience à l'origine. Oui. Essayer de faire en sorte que ces soldats puissent, grâce à cette puce, communiquer entre eux sans passer par les canaux traditionnels de communication. Ce qui veut dire qu'ils sont devenus inespionnables en quelque sorte, ce qui leur permettrait d'être beaucoup plus efficaces. Là où on entre dans votre histoire, dans votre thriller, il y a toute une partie de la genèse quelque part, avec un centre de recherche très secret dont quelqu'un tente de s'échapper, qui est repris, etc. Voilà. Mais quand on fait connaissance avec chacun des personnages l'un après l'autre, ce qui les relie quelque part, c'est d'abord une forme de souffrance et aussi le fait qu'ils entendent des voix. L'opération n'a pas fonctionné comme elle devait. Ouais. Donc à l'origine, on leur avait vendu le fait d'être Kobe volontaire, comme ça existe aujourd'hui, même en médecine, chez nous, on propose à des étudiants d'ingérer des médicaments qui ont été testés préalablement, bien sûr, avant la commercialisation finale. C'est tout à fait... Et certains font ça pour arrondir leur fin de mois. Exactement, aussi. J'ai des amis qui l'ont fait en médecine, et voilà, et ils sont toujours là. C'est bien encadré, et c'est pas le souci. Et donc on avait vendu ça à mes 5 Kobe de la même manière, si ce n'est qu'on ne leur avait pas dit qu'il y avait une recherche autre derrière ce qui leur était vendu, et que c'est cette recherche autre qui dérape, qui leur occasionne des céphalées, donc des maux de tête très graves. On leur donne des médicaments pour soigner ça, mais l'opération ne fonctionne pas. L'armée négocie avec eux, ils peuvent la quitter, et ils retournent tous, enfin à l'exception d'un, dans la vie civile, où ils vivent une vie tout à fait normale pendant 17 ans. Jusqu'à ce que... un événement extérieur, une éruption solaire en l'occurrence, qui agit sur la Terre et sur les humains, quand elles sont de forte ampleur, réveille ces puces. Ça réveille l'expérience 17 ans plus tard. Alors qu'il ne faut plus du tout que le test qui leur était proposé à l'époque soit mis en action. Oui, voilà. La mission n'existe plus. Non. Et pourtant, ils vont la reprendre. Oui. Voilà, on ne peut pas dire trop non plus, sinon c'est pas drôle. Il y a cette recherche pour pouvoir les interconnecter et leur faire une mission. Il y a les dégâts que ça occasionne dans leur vie, les céphalées, les migraines, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Enfin, je veux dire, ils souffrent vraiment le martyre. Et la même boîte développe un médicament rien que pour eux, dont on va leur donner des stocks, histoire qu'ils puissent vivre le plus normalement possible. Et voilà, on leur a vendu le poison et l'antidote, quoi. Exactement. Et donc, ils vivent comme ça, entre deux mots, on va dire, jusqu'à ce que le programme se remette en marche malgré eux. Et là, ils doivent évidemment comprendre d'abord ce qui leur arrive, parce qu'ils ne savent pas. Et l'histoire commence par ces 5 personnages, tous américains, qui sont appelés par une voie intérieure vers l'Est. Ils arrivent en Europe et ils se rassemblent un peu par hasard à Waterloo. Voilà. Waterloo, qui était un bon alibi pour mon récit, dans le sens où Waterloo est depuis très longtemps un centre connu d'expatriés américains qui viennent parce qu'il y a l'OTAN au nord de Bruxelles, le CHEP au sud. Ils sont un peu au milieu. Il y a les lobbyistes qui travaillent auprès de l'Union européenne. Donc il y a beaucoup d'Américains qui aiment se rassembler entre eux, comme beaucoup de populations étrangères en général. Ils sont rassemblés depuis des dizaines d'années à Waterloo. Donc ils ne sont pas tout à fait perdus. Ils se retrouvent dans un terrain connu avec des voisins qui sont aussi expatriés. Et puis, ils se voient entre eux, ils font des barbecues, comme ça se passe en été. Et petit à petit, un de nos personnages se rend compte qu'il y a des similitudes entre lui et certains de ses voisins qui sont trop fortes. Les similitudes sont trop présentes que pour relever du simple hasard. Je veux dire, quelqu'un qui est né le même jour que vous en rencontrez peut-être un dans votre vie, peut-être 2... mais 5 dans la même rue, c'est statistiquement impossible. Et donc, ils se rendent compte, alors qu'ils ne se sont jamais vus, ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, ils se rendent compte qu'ils sont les 5 sujets de la même expérience, quoi. Mais ça, il faut encore qu'ils le trouvent. En même temps, il y a une enquête interne à la DARPA qui est mise en route, parce qu'il y a une alerte qui s'est faite. Et l'héroïne, donc la lieutenant commander Wings,
vient elle aussi en Europe pour résoudre l'affaire avant que ça ne tourne au fiasco. Justement, pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, mais elle n'est pas la seule non plus. Il y a d'autres personnes qui viennent se greffer là-dessus et qui viennent mettre un peu de sable dans les rouages, évidemment, sinon c'est pas drôle. Évidemment. Voilà, sinon c'est pas drôle. C'est placé à Waterloo. Alors c'est très drôle parce qu'évidemment, connaissant un peu le lieu, je dis mais ce clos de l'Empereur, ça existe vraiment. Donc j'ai cherché et non. Il fallait quand même, voilà, l'endroit en tant que tel n'existe pas, mais c'est une composition faite de toute une série de lieux qui, eux, par contre, existent. Hein. Tout à fait. J'avoue très sincèrement, j'ai regardé sur Google Earth la carte de Waterloo. J'ai cherché un endroit où il n'y avait que du verre en me disant là, je peux créer de toute pièce un clos où personne ne me dira qu'il est embêté parce qu'on parle de sa maison ou de voilà. Donc le lieu est fictif, le clos en question, mais il est situé bien ancré dans la réalité de Waterloo. Oui. Ouais, et c'est drôle parce qu'il donne dans une rue où je connais du monde, donc ça a attiré tout de suite mon attention. Cette histoire, elle appelle évidemment une suite. Hein. Vous le dites que l'enquêtrice, elle va revenir, donc croisons les doigts. Est-ce que ça a été un travail totalement différent de ce que vous aviez fait précédemment? Une grosse recherche de documentation aussi pour être le plus près possible de la réalité? Point de vue documentation, j'ai fait beaucoup de recherches, mais j'en fais tant pour Blake Mortimer que pour 13. J'adore ça. La moitié de mon plaisir dans l'écriture est de me documenter. Au début, on a une idée qui vient, on ne sait pas d'où. Hein, on lit quelque chose, on entend parler d'un truc. On se dit, tiens, il y aurait moyen de faire une histoire. Mais je ne connais rien à ce domaine. Donc, on va se documenter. Et on découvre des choses qu'on n'aurait jamais été exploré si on n'avait pas eu cette idée d'histoire. Ouais. Donc la documentation, je crois que tous les scénaristes ou romanciers au monde adorent ça, ou sinon il ne faut pas faire ce métier, ou alors faire de la fantaisie. C'est un plaisir de gosse quelque part aussi, de se documenter sur un sujet, d'aller à fond dans le truc, non? Pour moi, ça a toujours été un plaisir. Je fais partie peut-être des rares personnes qui ont aimé l'école. Je m'y suis plu et j'ai adoré ça, l'université aussi. Et donc c'est une prolongation de ce plaisir d'apprendre. Se documenter, c'est apprendre, se surprendre. Et souvent, en se documentant, on découvre des choses qui font rebondir l'idée, qui donnent d'autres idées. Donc une fois qu'on a commencé à tirer sur le fil, ça vient tout tirer indéfiniment. D'ailleurs, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Vous avez déjà engrangé de la matière pour combien de livres? Non, je ne cherche que pour un livre à la fois. Ok. Une fois que j'ai mon thème, alors je me mets à chercher. Et puis, voilà, parfois, j'ai une idée pour un autre récit ou une autre bande dessinée. Alors, j'ai des boîtes à idées, je la mets de côté. D'accord. Quand je dois faire le scénario en question, je replonge dans ma boîte à idées. Souvent, d'ailleurs, il y a des idées. Pourquoi t'as noté ça? C'est complètement idiot. Alors, on jette. Et puis, il y en a 2, 3. Ah oui, je comprends. Elle nous plaît toujours, l'idée. Donc, celle-là, on va la garder et l'exploiter. Et on peut redémarrer, quoi. Donc, la suite n'est pas encore écrite. Pour l'instant, le livre doit vivre ici. Occupé? Je suis occupé. Là, je viens de terminer du travail de scénario et je me suis remis au mois d'août sur le 2e roman. Bien. On attend pour l'année prochaine, alors pour l'été prochain? J'espère que... On dit parfois que le 2e roman est beaucoup plus difficile à écrire que le premier. Le premier, on se lance un peu avec la naïveté du débutant. 2e, surtout si le premier a bien fonctionné ou a été bien reçu. Bon, on sait qu'il y a aussi la curiosité, l'effet surprise. C'est le premier roman que je fais, etc. Ceux qui m'attendent au tournant au 2e, évidemment. Donc, je dois... Ça a été quoi, justement, le déclic pour le tournant, pour se lancer dans le roman après avoir écrit autant de scénarios de BD? J'ai toujours voulu écrire un roman. Et là, c'est l'occasion qui a fait le larron, à savoir que j'avais de l'avance dans mes scénarios de BD pour différentes séries. Donc, soit je répondais aux sirènes des éditeurs en faisant des BD en plus. Mais bon, j'en ai déjà fait une 50aine aujourd'hui. Et soit je me disais, écoute, là, tu as une année devant toi, c'est le moment ou jamais. Sinon, tu vas le regretter toute ta vie. Donc, j'ai tout mis de côté, je me suis concentré là-dessus et je regrette absolument pas de l'avoir fait, quelles que soient les ventes d'ailleurs. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès et j'attends avec impatience la suite. C'est pas chez Verso, c'est la première enquête de Waya Wicks, donc chef de sécurité de la DARPA. L'expérience Pentagramme, j'ai été captivé et pourtant on ne m'a pas implanté de puce dans le cerveau. Merci beaucoup Yves Sante. Merci.